beaucoup, Votre Excellence. C'est un grand plaisir pour moi et un honneur de faire partie de ce panel. Je souhaite également tout d'abord me joindre à mes collègues panélistes et remercier le gouvernement du Sénégal pour une très bonne organisation de ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Permettez-moi d'abord, Monsieur le modérateur, d'introduire brièvement l'organisation que je représente. Donc, je représente le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et de Sahel, connu sous l'acronyme en anglais UNOWAS. Donc, c'est une organisation qui vient de fêter ses 20 ans, qui est basée ici à Dakar, qui a un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, l'organisation couvre les pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie. Donc, je disais que il a un mandat du Conseil de sécurité autour essentiellement de 5 fonctions, rapidement. D'abord, l'une des plus importantes fonctions, c'est une fonction de bons offices, de médiation et de diplomatie préventive. La deuxième, c'est une fonction de renforcement des capacités sous-régionales pour répondre aux menaces transfrontalières et transversales à la paix et à la sécurité dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Il y a une troisième activité importante qui est une activité d'appui à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Cette stratégie se décline en 3 grands piliers. Un pilier sur la résilience, le deuxième pilier sur l'appui à la bonne gouvernance et en fait un troisième pilier sur la paix et la sécurité. Donc de travailler avec les institutions régionales et sous-régionales sur la paix et la sécurité. Il y a en 4e lieu la promotion de la bonne gouvernance, le respect de l'état de droit et le respect des droits de l'homme, mais aussi la prise en compte de l'aspect genre dans la résolution des conflits et notamment la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, paix et sécurité. Et enfin, il y a une fonction très importante qui parfois n'est pas très connue, c'est la facilitation de la mise en œuvre de l'arrêt de la Cour internationale de justice du 10 octobre 2002 sur le litige frontalier entre le Cameroun et le Nigeria. Alors, je saisis également cette occasion pour dire que très souvent, c'est vrai qu'on parle des questions de paix, de conflits, plutôt de conflits et d'insécurité dans la région, mais on oublie aussi qu'il y a parfois des conflits qui sont résolus de façon très pacifique. Et l'un des exemples dont le continent vraiment devrait être fier, c'est la résolution justement du conflit Cameroun et Nigeria. Je crois que beaucoup d'entre nous ont le souvenir, il y a une vingtaine d'années, il y a eu un début de conflit entre le Nigeria et le Cameroun autour justement des îles de Bakassi. Et heureusement, en fait, que ce conflit n'a pas dégénéré, parce que nous avons le Nigeria, le pays le plus peuplé, mais également la plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest, en fait du continent, et le Cameroun, qui est la plus grande économie, le plus grand pays de l'Afrique centrale, qui, sous le leadership d'Obasanjo,
et du président Biya à l'époque ont décidé vraiment de résoudre ce conflit de façon pacifique. Et nous venons de fêter en fait les 20 ans en fait de la mise en œuvre de cette résolution. Et nous devons vraiment nous féliciter que sur les 2100 kilomètres, je répète bien 2100 kilomètres de conflits qui pouvaient avoir transfrontaliers entre les deux pays, ce problème est presque résolu et de façon pacifique. Oui, c'est à applaudir. C'est à applaudir, on l'oublie très souvent. Donc, nous parlons justement des conflits. Donc, pour ce qui concerne donc, les régions de l'Afrique de l'Ouest et de Sahel, cette année, on a été vraiment confrontés à un contexte international particulièrement chargé. Les différents interlocuteurs et les panélistes ont déjà parlé des conséquences de la crise russo-ukrainienne et les conséquences que nous voyons très bien avec les hausses massives de prix, de l'énergie, des transports et des denrées alimentaires. Et en fait, une crise aussi qui a compromis énormément la croissance économique de la sous-région. Elle a aussi, comme les autres l'ont déjà indiqué, révélé l'importance de l'autonomie et de la souveraineté sur les secteurs stratégiques de première importance, que ce soit les secteurs de sécurité, les secteurs économiques, les secteurs de la santé et ainsi de suite. On a vu également qu'avec ces crises, l'intégration régionale au sein de la CEDEAO en a durement souffert. Pas seulement au niveau de la CEDEAO, mais on a vu aussi que l'intégration régionale au niveau du continent a également souffert de ces crises. Donc on voit aussi que certains pays, juste par exemple le Niger, le Mali, la Mauritanie, la population a vraiment enduré des pics d'inflation qui dans certains cas sont allés jusqu'à 40% sur des produits de base, comme l'huile, le mil et le sucre. Donc, alors que la région est confrontée à un déficit de production agricole et de réserves disponibles. Donc, au niveau mondial, le prix du blé avait doublé en mai 2022 par rapport à mai 2021. Même si cette spirale inflationniste est en train de se résorber peu à peu, ceci dit, on sent encore de façon très forte et surtout au niveau des populations très vulnérables de la sous-région qui font déjà face à un problème d'insécurité, mais également aux problèmes qui sont liés à l'impact des changements climatiques. On voit comment ces populations sont durement frappées par toutes ces crises. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer les efforts qui ont été déployés par son Excellence, le président Macky Sall, et nous avons également suivi sa brillante présentation hier. La vulnérabilité de notre continent aux crises exogènes n'est pas une fatalité et elle ne doit pas être une fatalité. Nous avons entendu les autres panélistes qui ont déjà en fait présenté des solutions et ce qui peut se faire au niveau du continent. Aujourd'hui, nous allons examiner 3 domaines dans lesquels nos pays peuvent augmenter donc leur résilience et leur autonomie. Il s'agit du domaine de la sécurité qui fait l'objet de tous les intérêts actuellement au vu des défis qui continuent d'affecter l'intégrité territoriale des pays sahéliens et de plus en plus en fait des pays côtiers. Alors que les pays touchés par le terrorisme font face courageusement à la menace, y compris
dans certains pays par une massification des forces, telle que c'est engagé au Niger et au Burkina Faso, la question des partenariats reste brûlante. Les opinions publiques nationales doivent être rassurées qu'un partenariat n'est pas nécessairement l'abdication de la souveraineté. Nous avons entendu les uns et les autres parler de partenariat gagnant-gagnant. De plus, il est dommageable que des luttes géostratégiques d'importance trouvent la région comme terrain de prédilection pour la compétition et les rivalités. Cela ne permet pas de trouver des solutions collectives qui sont pourtant absolument nécessaires dans cette sous-région. En cela, l'évaluation stratégique sur la sécurité et le développement au Sahel, qui a été confiée au président Mahamadou Issoufou, trouve tout son sens et sa pertinence. Sans anticiper sur ces conclusions, il est attendu que l'évaluation prenne en compte aussi bien les solutions endogènes que les solutions exogènes qui devront se faire avec le partenariat et le consentement des pays de la sous-région. Nous allons également discuter dans les travaux de la question du secteur privé et comment le secteur privé peut jouer un rôle moteur pour assurer la souveraineté et l'indépendance. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples sur le continent qui peuvent et qui démontrent en fait que le secteur privé peut jouer un rôle clé dans le développement et l'autonomie du continent africain. Je pense que nous devons également nous pencher sur la question de la ZLECA, qui est un instrument qui a été mis en place pour vraiment avancer et renforcer l'intégration économique du continent africain. C'est vrai qu'avec la pandémie du Covid, l'intégration du continent africain s'est fait un petit peu attendre, mais je pense que c'est justement à travers ces crises que nous devons essayer de pousser un peu plus fort sur la mise en œuvre de ces instruments. Nous allons examiner la question des jeunes et de leur intégration dans les nations et dans la région par le biais de l'éducation et de la formation. Il ne fait nul doute qu'offrir des perspectives d'avenir à la jeunesse doit demeurer un axe majeur des politiques de croissance et du développement dans la région. Les Nations Unies, nous sommes engagés au niveau national et régional pour soutenir l'emploi des jeunes et leur intégration dans leur vie civique, pour ressouder la confiance intergénérationnelle et le contrat social. Je pense que nous ne devrons pas nous faire des illusions justement sur l'emploi des jeunes et surtout dans le contexte économique et politique et sécuritaire actuel du continent. Il faudra justement que dans nos politiques ambitieuses, nous prenions compte de la nécessité des transformations structurelles des économies africaines qui pourront être en mesure, en fait, d'absorber les jeunes qui sortent, que ce soit des jeunes qui sortent de nos universités ou des jeunes qui souhaitent entrer dans le monde du travail. Sans une transformation économique au niveau continental, il sera très difficile d'absorber les jeunes en recherche d'emploi. Nous avons vu également les différents coups d'État dans la région et combien les jeunes étaient impliqués dans les mouvements populaires. Leur voix en faveur de plus de justice, de bonne gouvernance et d'égalité des chances doit être entendue. La tenue donc de cette rencontre, dans les présentes circonstances, reflète notre préoccupation commune
face aux nombreux défis qui se sont accumulés sur notre région cette année. Elle témoigne aussi de notre engagement à identifier les solutions adéquates à ces deux situations. Les Nations Unies ne ménageront aucun effort pour accompagner l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dans les transformations qu'elle veut mettre en place. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.